Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de la métaphysique de la politique avec Edmond Thiogosson, homme de connaissance, métaphysicien, et docteur Foli Gada Ekwe. Il est historien, politiste, enseignant-chercheur, président du mouvement panafricain Alaga. Pour cette seconde partie, je voudrais donc qu'on s'attarde un moment sur l'objet de la politique. Qu'est-ce qu'elle devrait être, la politique, dans la dimension sensible, en relation avec les lois et principes de la politique sur le plan métaphysique. Docteur Ekwe. Merci. D'abord, j'aimerais dire que si nous venons à parler de la métaphysique de la politique, c'est parce que nous partons d'un constat que le monde, ou nos États, nos sociétés, tels qu'ils sont ou elles sont gouvernés, présentent des carences du point de vue de l'alignement sur les principes que j'appellerais les principes premiers. La désharmonie, les contestations, l'insatisfaction sociale, la croissance du taux de pauvreté et le déséquilibre dans la distribution de la justice et dans la distribution du pouvoir. Ce sont des reflets, sinon des symptômes d'une gouvernance généralisée qui n'est pas en équilibre. Alors, la métaphysique de la politique nous amène à mieux comprendre les différents blocs de l'activité politique du point de vue normatif, c'est-à-dire qu'est-ce que la société devrait faire. La politique met en relation des gouvernants et des gouvernés dans une interaction relationnelle bien donnée. Et le but de la politique, en tout cas, c'est de créer une société en harmonie et qui vit dans la paix. À partir du moment où nous avons les gouvernants d'une part et les gouvernés d'autre part, il faudrait que nous parlions des principes qui permettent le choix des gouvernants. Parce qu'on ne peut pas traduire sur le plan sensible les principes premiers de la métaphysique, de la politique, sans parler des règles qui gouvernent le choix des gouvernants. Pourquoi telle personne, à un moment donné, est la personne qui doit diriger un État? Est-ce que le choix de telle personne en telle année correspond à l'équilibre? Et est-ce que les gouvernés eux-mêmes, qui sont en relation avec les gouvernants, ont les connaissances nécessaires pour permettre une amélioration de la gouvernance? Et quel est le type de relation que les gouvernants entretiennent avec les gouvernés? Là, je fais un effort de venir sur le plan sensible, voilà, pour mettre en perspective la relation entre ces principes premiers et ce qui se fait. C'est parce qu'il y a un gap entre la métaphysique, la politique métaphysique et la politique temporelle. La question qui se pose et que justement vous posez est comment faire pour que la politique sensible du monde sensible tire vers la politique, soit dérive complètement de la politique dans son acception métaphysicée ou métaphysicienne. C'est ça le gros du problème. Exactement. Et je crois que nous devons partir quand même de trois grands principes. Les trois grands principes, c'est qu'il faut, du point de vue des gouvernants, il faut que les gouvernants soient choisis suivant des principes qui respectent la maths. On va s'attarder sur ce premier principe. Les deux autres, je vais vous le lancer là-dessus. D'accord. Selon vous, quel mode de dévolution du pouvoir correspond à l'esprit métaphysique du pouvoir? Alors ici, il faut comprendre que l'individu revêt le manteau de pouvoir. L'individu n'est pas l'incarnation du pouvoir. Et vous le voyez dans la tradition africaine, tant qu'on ne vous incarne, on ne vous intronise sur la base d'un rituel, vous ne possédez pas l'autorité
pour gouverner votre territoire. Et quelquefois, le siège ou le trône de pouvoir est là, c'est un symbole. Et on doit vous introniser avant que vous n'ayez ce pouvoir-là. Maintenant, quels sont les principes qui gouvernent l'intronisation ou le choix de ces personnes? Déjà, quand vous prenez le suffrage universel, nous sommes complètement à gauche. Ah bon? Oui. Le suffrage universel ne participe pas, n'est-ce pas, du respect des lois qui doivent gouverner le choix du gouvernant. Pour la simple raison que la popularisation du suffrage universel ne tient pas compte du niveau de conscience des populations. Justement, ce n'est pas tout le monde qui a la connaissance et la capacité de juger du choix d'un président ou d'un roi. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas l'histoire positive que nous étudions, que les gens aient réussi à mettre en place la légitimité populaire au point où on a fait croire aux populations, comme ça dans l'amalgame, que c'est leur choix, c'est les votes qui déterminent. Alors nous savons très bien que le pouvoir est lié au sang. On ne reviendra pas sur le mystère du sang. Si le pouvoir, l'autorité est liée au sang, le sang circule et le sang ne perd jamais sa trajectoire. Tout le monde ne deviendra jamais gouverneur principal d'un État. Quel que soit le nombre d'opposants ou le nombre de conquérants qui sont là en train de lutter pour prendre le pouvoir, on ne le devient pas comme ça, par le coup du hasard. Il y a quelque part, et c'est un peu déplorable si je le dis dans ces termes, il y a quelque part une présélection métaphysique des corps qui peuvent porter, n'est-ce pas, l'autorité sur les autres âmes. Et dans l'Égypte ancienne, les anciens avaient trouvé des mécanismes, on ne pourra pas les décrire, des mécanismes qui permettent le choix, n'est-ce pas, du pharaon ou de l'homme qui vient du sud, c'est-à-dire ce qu'on appelle finalement le pharaon. On ne reviendra pas là-dessus, c'est à travers la structure des 42 noms. Et il y a des rituels qui permettent de déterminer, ce n'est pas le démos. Donc le démos, l'insertion du démos dans le processus du choix des chefs d'État est un problème d'incompréhension qui vient de l'incompréhension de l'ordre cosmique. En fait, c'est fait à dessein, en fait. Justement. Et je peux vous dire que les États européens, n'est-ce pas, qui ont aujourd'hui le plus grand taux de concentré de ces gens qui détiennent ces savoirs anciens, n'ont pas commencé avec le suffrage universel. Vous avez dit que nous nous arrêtons d'abord sur le choix parce que si le choix des gouvernants ne respecte pas les principes, toute la gouvernance va en pâtir. Et les contestations, l'instabilité, les oppositions et les diatribes ne seront que légion dans les espaces politiques ou publics. Maintenant, c'est avec le censitaire que ça avait commencé. Vous achetez le cens et vous êtes autorisé à choisir le Premier ministre ou le chef de l'État. Vous achetez le cens, c'est-à-dire C-E-N-S. C'est une taxe que vous achetez qui vous donne droit de voter. Et les femmes, par exemple, ont eu le droit de vote, par exemple, en France en 1948. Pas avant. Dans l'Europe scandinave, c'est en 1903-1906. Même aux États-Unis. Aux États-Unis, donc, voilà, je voulais venir aux États-Unis pour dire que ceux qui, aujourd'hui, quand même, ont une certaine marge dans la gouvernance mondiale, ils savent très bien que on ne peut jamais faire choisir un chef de l'État par une population. Pas une population. Et c'est pour cela qu'ils ont consacré l'élection. Le suffrage indirect. Le suffrage indirect. Est-ce que le suffrage indirect correspond donc à votre vision? Le suffrage indirect correspond plus, dans le cadre du choix des gouvernants, n'est-ce pas, à l'équilibre, à l'harmonie. Parce que vous avez des populations à qui vous donnez le droit de choisir des grands électeurs. Et les grands électeurs sont plus à même de comprendre les grands enjeux. Parce que si vous popularisez le droit au vote et vous vous rendez compte que les populations choisissent des personnes ou font des choix qui ne correspondent en rien à la réalité du pouvoir, vous n'allez pas suivre les populations. Ce n'est pas l'épisto qui suit le démos. Ce n'est pas l'aristo qui suit le démos. Mais c'est le contraire. Donc déjà, ici, nous avons un problème.
partir de l'instant où les gens ont dit qu'on ne peut pas choisir les chefs ou les rois sur la base des lignées de sang, parce que cela exclut d'autres familles ou d'autres clans, d'autres sociétés, mais il faut vulgariser, il faut populariser, il faut tenir compte de certains principes quand même pour le choix des gouvernants. Ça, c'est un lot, un chapitre, un premier chapitre. Maintenant, sur l'attitude des gouvernés, ça, c'est un autre domaine. Et là, il faudrait peut-être rentrer dans les 70 commandements de la MAD. Alors, il faut sortir des lois puisque les lois de la MAD sont un peu du patrimoine des prêtres du temple d'Isis. Les peuples ne connaissent que, en fait, les 77. Et cela ne va pas nous étonner lorsque vous savez très bien que c'est après 77 jours, par exemple, que le chef de l'État aux États-Unis prête serment et rentre en fonction. Parce que les 77, ça fait 14. Ce qui fait 5, qui est le chiffre de la suprématie. Et le Pentagone. Le Pentagone, justement, il y a toute une corrélation entre la symbolique. Alors je veux terminer ici en disant que pour reproduire les notions de métaphysique de la politique dans le plan sensible, et pour nous faire comprendre, il faut fixer quand même les gouvernants d'un côté, les gouvernés de l'autre, et la relationnelle, pour établir les lois qui doivent quand même, n'est-ce pas, régir ces interactions. Elmancio Godson, je reviens à vous. Quel doit être le mode de dévolution de ceux qui sont appelés à diriger les autres, en concordance avec les principes métaphysiques du pouvoir, de la politique? D'accord, je vais faire déjà une parenthèse. Puisque nous sommes en train de parler de métaphysique de la politique, et que votre première question, le premier point abordé donc par le docteur, que vous avez estimé être un point très important, que je valide d'ailleurs, mais je voudrais l'expanser. C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agit pas seulement du choix du leader politique, il s'agit également d'apporter une forme d'éducation politique à toute la population. Parce que c'est ce qui manque en fait aujourd'hui. Puisque nous parlons métaphysique, on comprend bien. Lorsqu'on va rentrer dans certains cercles, on va se comprendre. Mais la population, elle ne comprend pas les grands enjeux. Ici, quand on parle de pouvoir, on ne parle pas d'individus. On parle non seulement d'enjeux, mais on parle du monde, de la direction qu'on veut donner à l'humanité. Il ne s'agit pas d'un pays, parce que les pays également ont d'autres formes de politique avec d'autres États. Donc il s'agit en fait du monde. C'est beaucoup plus sérieux. Et quand on entre dans le monde du sérieux, il faut faire avec des personnes qui comprennent non plus les petits problèmes de la vie quotidienne, mais qui comprennent les enjeux au niveau universel. Et c'est à ce niveau-là que soit on porte la population par une forme de connaissance métaphysique à comprendre ces enjeux, soit justement on va procéder, comme on le faisait dans l'Égypte antique, à choisir des choisis. C'est-à-dire que à passer par une forme d'initiation. C'est ce que j'énonçais tout à l'heure quand je parlais du drapeau avec le monde souterrain, qui en fait représente également le monde de l'initiation. On ne peut pas prendre n'importe qui, et la population, excusez-moi, la population n'est pas habilitée, n'est-ce pas, à choisir un président de la République, parce que la population n'a pas la connaissance qu'il faut. Tout à fait. C'est en cela que j'ai toujours fustigé la démocratie et la politique actuelle. La population n'a pas compris que c'est un piège qu'on leur a adressé. Le piège, je l'ai appelé le piège de l'orgueil. C'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'ils sont compétents pour choisir un président, et ils estiment être en droit de choisir par eux-mêmes un président, mais on leur a enlevé une chose importante, la connaissance qui leur permet de savoir quel est le choix qui convient de façon pérenne. Vous avez aujourd'hui des populations, on leur rend visite, chacun leur parle, chaque leader politique parle, s'exprime, leur promet des choses. Et on va jusqu'à dire que ce qu'on appelle promesses politiques, ce ne sont que des promesses politiques. C'est-à-dire qu'un politicien peut venir dans une région mentir, puisque le mensonge fait partie aujourd'hui de cette forme politique-là. Et donc, mentir, on dit ce ne sont que des promesses politiques. Et quand il vient au pouvoir, il peut ne pas honorer
les engagements de sa parole. Et ça, c'est déjà contraire à la maths. C'est déjà contraire à la maths parce que même dans nos traditions, ce qu'on appelle le B, le verbe, c'est une divinité, c'est lié à Thoth. C'est lié à Thoth. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, chez nous, tout a un principe. C'est la mise en équation et en adéquation de tous les principes qui constituent la politique. La gestion du pouvoir, c'est la gestion des Nétirou, la gestion des principes universels incarnés par les individus dans une cité jouant des rôles précis. Donc, aujourd'hui, donner du pouvoir, et je le dis, et ce n'est pas méchant que les gens nous excusent, nous ne faisons que réfléchir, d'accord? Parce qu'au Togo, les gens prennent très vite les choses en mal, parce que d'autres pourraient dire, oui, on nous parle comme ça parce qu'on est envoyé par le pouvoir, parce qu'on veut nous empêcher d'avoir notre liberté. Mais votre liberté repose aujourd'hui sur quoi? Vous n'avez pas la connaissance qui vous permet même de savoir en quelle nature se pose votre liberté. Et donc, quand les gens viennent, ils vous racontent n'importe quoi, ils vous donnent 2000, 10 000, ils vous disent de changer votre voix, mais vous changez votre voix. On vous donne des t-shirts et vous acceptez et vous allez voter pour d'autres personnes. Vous voyez, ça veut dire que déjà, la population qui est censée représenter l'instance de la connaissance pour faire un choix ne possède pas la connaissance qui lui permettrait de faire le choix qu'il faut. Oui, mais soyons concrets. Ce qui veut dire, faire ce choix? Oui, non, comment faire ce choix? Pour le moment, il faut forcément, disons, choisir des élites, c'est-à-dire des initiés qui comprennent qu'il y a le choix de la terre. Il faut le comprendre comme ça, c'est à 3 niveaux. Il y a le choix de la terre, qui est donc le choix souterrain dont je parle. Il y a le choix qui convient à l'équilibre de la société et de la nature. Et il y a le choix qui convient au divin. Ce sont ces 3 éléments qui, réunis, permettront de choisir un président. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous choisissez un président parce que vous avez envie de le choisir ou parce que vous voulez que dans une cité, tout le monde vive heureux? Parce que la question se pose aujourd'hui, est-ce que c'est le bonheur que nous voulons ou c'est la tête de quelqu'un qui nous intéresse? Est-ce que nous avons aujourd'hui le système le plus fiable? Certes, on peut dire pour choisir celui qu'on veut, mais est-ce que c'est celui qu'on veut qui est celui qu'il faut? C'est ça le problème qui se pose. Est-ce que celui que nous voulons, nous en tant que conscience commune, parce que la conscience commune, elle est à des degrés variés et elle repose sur une certaine forme d'ignorance. Est-ce que ce choix est le choix qu'il faut pour le développement? C'est pourquoi tous les pays africains ont beau changer de président et de régime, mais cela n'aboutit pas. Cela ne donnera pas les résultats. Parce que justement, on ne fait pas le choix qu'il faut. On fait le choix que l'on veut. Parce que c'est ce qu'on nous a attribué, on nous a demandé de faire, mais le choix qu'il faut, c'est le choix qui convient aussi bien à l'évolution humaine aujourd'hui, c'est-à-dire la planète a une évolution donnée, nous sommes à une dimension de l'ère astrologique. Est-ce qu'on tient compte de ça? Il faut des calculs. Pour être honnête, il faut des calculs. Et je vais vous dire que les Américains vont le faire. C'est-à-dire qu'ils vont expérimenter qu'il y a des insuffisances au niveau de la chaîne des grands électeurs. Ils vont chercher à combler ces vides-là et ils choisissent toujours les présidents en tenant compte d'une certaine dimension spirituelle. Barack Obama n'a pas été choisi au hasard. Oui, mais ça, il y a toujours une relation du spirituel qui est caché, mais qui n'est pas dévoilé. Oui, justement. Bien sûr. Ça, c'est des... Tous les signes le montrent. Un travail souterrain. Oui, c'est un travail souterrain. Et ça ne peut être qu'un travail souterrain. Oui, mais comment à la dimension de nos États, de nos pays, on peut faire ce genre de travail qui n'a pas de base scientifique, hein? Non, qu'est-ce que vous appelez... Excusez-moi. Qu'est-ce que vous appelez base scientifique? Sur quels critères choisir, par exemple, ceux qui... seront chargés, ceux qui vont être responsabilisés pour opérer ce choix. Aujourd'hui, la science même reconnaît que on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les phénomènes pour déduire les principes. Il y a des principes qu'on ne déduit pas des phénomènes, c'est-à-dire de l'expérience directe. Donc, on est obligé de tenir compte de ce que vous ne voulez pas appeler, qui est au-delà de la science. Mais la science aussi évolue.
elle n'est pas à son paroxysme. Elle est en train d'évoluer, elle est en train de s'améliorer. Aujourd'hui, on parle quand même de la science subatomique, on parle aujourd'hui de la matière noire, on parle aujourd'hui du monde, de la matière et de l'antimatière. On parle aujourd'hui du monde où les réalités virtuelles et réelles deviennent une même essence. Donc, le quantique, ça veut dire que d'une certaine manière, la science également évolue. Mais comment procéder? Faut-il créer une société secrète de plus, puisqu'il existe des sociétés secrètes, métaphysiques, à qui ce travail va être dévolu? Mais pourquoi les sociétés qui existent déjà ne jouent pas ce rôle? Comment procéder concrètement? Moi, c'est ça l'objet de ma question. Vous savez, moi, je dois dire que, du point de vue de la chaîne de décision, le démos n'est pas arrivé à choisir, à voter, parce qu'il a voulu. Le démos, faut dire peuple. Hein. Le peuple. Ah oui, c'est vrai, il faut préciser les choses pour les gens. Le peuple. Voilà, le peuple. Exactement. Oui. Et le peuple, mais je retourne au démos. Bien sûr, c'est mieux. Le démos vote parce qu'on lui a permis de voter. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dévolu au démos son pouvoir. Et c'est ces mêmes gens qui peuvent retirer au démos ce pouvoir-là, ou qui peuvent transformer la modalité d'exercice de ce pouvoir au démos. Alors, pour venir au concret, il ne faudrait pas créer des sociétés secrètes parce que si le démos exerce un pouvoir, c'est que ce pouvoir est détenu. Il y a déjà des détenteurs de ce pouvoir. Il faut aller dans le sens de la réorganisation pour que l'activité politique reflète les lois de la maths. Parce que si vous prenez le cas dont parlait le cousin Godson, de la popularisation du vote, alors que les élites savent très bien qu'ils ne prendront jamais en considération les résultats des votes du peuple, pour une raison très simple, qui est défendable du point de vue intellectuel. Absolument défendable. Le peuple n'a pas les connaissances pour choisir. Désolé, mais c'est la vérité. Et du coup, nous allons vivre dans un engrenage politique où tout est mensonge. C'est ça. Je vous donne le droit à la parole tout en sachant que ce n'est pas vous que j'écoute. J'écoute autre chose. Et maintenant, si vous me parlez en ayant la prétention que c'est ce que vous dites que je fais, c'est ça. Et je fais autre chose, c'est que je change votre parole. Voilà. Et c'est ce que je traduis par la manipulation du vote populaire. Voilà. Et aujourd'hui, il y a toute une ingénierie institutionnelle qui participe de la manipulation du vote populaire. Je ne vous apprends rien. Donc, au lieu de faire voter le peuple et de modifier son vote, il est plus simple de le faire voter dans une sphère où son vote sera pris en compte. Exactement. Donc, il faut créer il faut rendre le suffrage indirect. Pour que le vote... Mais dans nos contextes, là, est-ce que ce suffrage indirect ne va pas renforcer les couloirs de corruption? Parce que non. Il faut tenir tenir compte des échelles de valeur. Justement. Je vais vous démontrer le contraire. Vous savez, entre l'intendant qui sait déjà celui qui sera le chef de l'État et les opératifs, pour employer un terme maçonnique, qui sont sur le terrain et qui font le travail, il y a toute une chaîne d'acteurs d'institutions que vous avez dû mobiliser pour mentir, pour faire des choses qui sont contre la maths, qui sont contre l'équilibre. C'est comme ça. Maintenant, au lieu de mobiliser, parce que ça crée une tradition du mensonge public. Les informaticiens qui modifient qui rentrent dans les systèmes opératifs et qui changent les résultats. Tous les experts qui sont là et qui sont soudoyés pour dire autre chose. Toute cette machinerie. Tant qu'il y a l'humain derrière, il y a toujours la possibilité de modifier les choses. Qu'il y a une machinerie du mensonge. Bien sûr. On peut s'en passer. Exactement. Si on demandait au démos de s'exprimer dans des domaines où son expression a un sens. Voilà, à son échelle de valeur. À son échelle de valeur. Exactement. Maintenant, on sectionne la chaîne de décision politique. Nous parlons d'un système très harmonisé. Oui. Et quel est le bien, c'est-à-dire il y a un effet positif à ce système. C'est que les partis politiques qui savent maintenant que ce n'est plus possible de modifier le vote populaire. Exactement.
vont devoir agir sur le peuple en amont. Parce qu'il n'a plus de possibilité d'agir en aval. Exactement. Et pour agir sur le peuple en amont, ils seront obligés de dire publiquement la science correcte, de dire la vérité dans l'espace public. Bien sûr. Parce que après, vous devez convaincre le peuple et son vote est pris en compte. Il n'y a pas de manipulation derrière. Et dans son échelle de valeur, le peuple sait à quoi s'en tenir réellement. Tout à fait. Donc le mode de dévolution du pouvoir aux États-Unis, vous pensez que je crois, il est le plus proche et il de est la d'accord réalité. avec moi que c'est un système, même s'il est, on peut mettre des réformes amélioratives. Bien sûr. C'est un système qui est plus proche, qui tient compte des échelles de vérité. Mais ce mode existe dans certains pays en Afrique. Il me semble en Afrique du Sud, le président est élu par les députés, et il me semble en Angola aussi. Bien sûr. Pourtant, ces pays ont les mêmes problèmes que les autres. Bon, maintenant, il faut rentrer dans les détails. La seule chose qui change ici aujourd'hui, c'est ce dont je parlais tantôt. Quand je parle d'éducation politique, c'est une façon de parler de la maths, tout simplement, de remettre la maths dans l'équation. Parce qu'on ne peut pas non plus interagir avec les populations sur n'importe quelle échelle de valeur. Tout à fait. Sans pour autant les instruire. Parce que c'est l'élément premier. Quand je parle de l'instruction, je ne parle pas de l'enseignement. D'accord? Je parle de... C'est comme si je demandais à une communauté politique à tous les niveaux. Quand on parle de l'échelle de... Enfin, j'aime pas trop le mot l'échelle la plus basse. Ce n'est pas une échelle de la plus basse. C'est un peu comme un cercle dans lequel tout le monde a un rôle, mais il n'y a pas de rôle supérieur en fait. On enlèverait les planètes, que le soleil n'aurait pas de sens. On est d'accord. Le soleil n'a de sens que parce que justement les planètes sont autour. Mais chaque planète est prise dans sa configuration. Chaque planète respecte sa propre loi. Si on reproduisait ce système-là chez nous, enfin dans nos différentes communautés, en tenant compte de l'humain que nous sommes et de l'être humain que nous sommes, on verrait qu'on peut étager la chose et faire comme du genre, à chaque échelle de valeur, on fait, le mot n'est pas approprié, on fait des sortes de votes, en quelque sorte. Puisque si je prends, de façon terre à terre, comme vous le demandez, je prends le paysan par exemple. Le paysan ne sait même pas ce que vous voulez quand vous parlez de politique, parlementaire. Franchement, il ne sait rien de ce que vous dites. Mais c'est à ce paysan-là que vous allez vous adresser et vous lui dites, vous choisissez le chef de l'État. C'est incongru. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le paysan, il est spécialiste dans son domaine. C'est ça. Son domaine, c'est qu'il maîtrise la terre, il maîtrise les saisons, il maîtrise l'agriculture, il maîtrise son système de valeurs. C'est ça. Mais si vous lui demandez de faire un choix de compétences à ce niveau-là, il se retrouve parfaitement. Vrai ou faux? Mais il se retrouve. Il en est de même d'un corps médical. Mais vous n'allez pas demander à un agriculteur de faire le choix d'un président. Il sera influencé. Il sera influencé par cette chaîne dont il parle là, d'intello intellectuels, qui iront lui dire, mais tu sais, si tu fais ça, et ben ta récolte va augmenter. Mais comment? Il ne sait pas. C'est peut-être son fils qui va lui dire, mais si tu choisis tel président, la culture va changer. Comment la culture va changer? Il ne sait pas. Mais il croit en son fils et il choisit le président. Et sa culture ne change pas. Alors que si c'était dans son domaine que le choix a été fait, alors il poserait des questions pertinentes pour savoir si la personne que je veux choisir peut m'apporter de la valeur ajoutée quant à mon échelle de valeur. Est-ce que vous voyez? C'est pour cette raison que le système américain est un peu plus intéressant, mais c'est assez réductif. Oui, il faut pouvoir l'étendre, d'accord, pour pouvoir... Plusieurs domaines. Et ensuite procéder à cela sur plusieurs mois et remonter progressivement jusqu'au sommet de la pyramide qui se retrouve être, enfin, je vais le dire, une élite qui décide maintenant, ou les grands électeurs qui disent maintenant, oui, suivant les enjeux, suivant, c'est telle compétence qui peut nous diriger. Oui, mais dans cette phase. À voir les choses de près, il me semble que ce que vous dites, en tout cas, il y a beaucoup de vérité dans ce que vous dites, parce que quand vous voyez le schéma américain même, en fin de compte,
le peuple n'est pris en compte que pour satisfaire son envie de vote. Parce que exactement. Même pour choisir les grands électeurs, en réalité, ce sont les nombres qu'on choisit. On ne choisit pas même les hommes, non? Voilà. Exactement, voilà. C'est ensuite, ça. ces grands électeurs sont nommés. Exactement, tout à fait. Oui. Et le système aujourd'hui, le système est contrôlé. Le système est contrôlé. Pas de dérive possible. Pas de dérive possible. Le système est contrôlé. Il y a l'équilibre. Il y a un certain type d'équilibre. Bon, ici, nous continuons de nous battre. Dans les pays d'Afrique, nous continuons de nous battre, de verser du sang pour le choix des chefs. Exactement. Ça veut dire que nous sommes dans une phase d'immaturité. D'immaturité. On ne comprend pas la métaphysique. À une époque pratiquement médiévale. Tout à fait. Oui. Et tant qu'on... Ça dit qu'il faut qu'on arrête de vouloir copier les Occidentaux sur des modèles politiques. Il faut qu'on revienne à nous et qu'on se pose les questions de nous et des enjeux que nous avons. Ça me suscite cette question, comment se fait-il que les principes, vous l'avez dit, émanent de l'Afrique alors que les faits nous sont imposés de l'Occident? Comment cela mais ces principes n'ont pas d'institution. Est-ce que ces principes sont institutionnalisés? En fait, ce que l'Africain avait fait et qui n'a pas été compris, il y a eu comme un chaînon manquant, c'est-à-dire la capacité de convertir les principes métaphysiques, la loi, sous forme de divinité, à des éléments sensibles. Par exemple, quand je prends la divinité Atum, la plupart du temps, elle n'est perçue que comme sous forme de divinité Atum. Mais on n'en voit pas la dimension politique d'Atum. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a eu ce chaînon manquant qui a fait que on n'a pas fait de conversion possible pour que cela devienne une institution ou que cela soit institutionnalisable d'une certaine manière. Et donc, ce chaînon manquant, on le retrouve également dans nos traditions. Aujourd'hui, vous allez constater que nos traditions ont disparu parce que les gens n'avaient plus la connaissance qui les reliait à l'original. C'est ça. Et donc, à un moment donné, ils ne faisaient que dans la pratique, mais ils n'avaient plus la connaissance. Et aujourd'hui, on les a relégués au dernier plan, tout simplement parce qu'ils n'ont plus la connaissance de ce qu'ils prônent en réalité. Ils diront toujours, on a toujours fait comme ça, nos ancêtres ont toujours fait comme ça, et nos grands-pères ont toujours fait comme ça. Exactement, parce qu'il y a une rupture dans les archives, il y a une rupture dans la chaîne de connaissances, et donc ils sont incapables de faire cette conversion-là. Donc ce que nous devons faire, c'est que nous avons les ressources, c'est-à-dire les principes sont là, on les connaît déjà, on les connaîtra toujours, parce que ça fait partie du tout. Maintenant, c'est comment les convertir pour les tangibiliser à travers des institutions, à travers des réflexions. Et ça, c'est pas le travail de Gada, ni de Godson, ni de vous, c'est le travail de nous tous. Collectif. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut créer une banque de talents. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Ça dit que nous fonctionnons dans notre société africaine comme si on doit attendre qu'un jour, le salut vienne d'ailleurs. Non, le salut se construit minute par minute, à chaque instant. On doit faire une conspiration proactive pour le développement. On doit s'entendre et s'asseoir et réfléchir et dire, voilà la direction que nous voulons prendre. Donc, c'est cette banque de talents qui va le faire. J'ai beaucoup de questions, mais... Je sais qu'il y en aura beaucoup. parce qu'on a ouvert d'autres champs de... exactement. Exactement, bien sûr. Comment faire pour opérationnaliser ces idées dans la mesure où tout le monde ne croit pas, je veux dire, la même chose. Vous parlez de l'Égypte. Non, et c'est ça qui est bien. Alors que certains ne donnent leur tête à couper que quand il s'agit d'un certain Jésus, entre guillemets, ou d'un certain Mahomet, non, on comprend. Entre guillemets. C'est pour cette raison qu'il faut justement s'asseoir. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Je vais vous laisser la parole tout à l'heure. Qui va accepter s'asseoir à côté de Godson? Non, je vais dire une chose. Excuse-moi, parce que nous sommes sur un plateau et les téléspectateurs doivent comprendre que franchement, nous sommes avec eux et non contre eux. Tu connais l'histoire de l'éléphant de Bagdad. En fait, c'est un éléphant qu'on amène à Bagdad, qu'on enferme dans un enclos et que personne ne voit. Maintenant, on envoie chaque citoyen de Bagdad pour aller, et le roi a envoyé chacun pour aller dire, l'éléphant là c'est quoi? Puisque personne n'avait vu ce que c'est qu'un éléphant, donc il ne fallait pas ouvrir l'enclos. Donc chacun va, met la main dans un trou, touche une partie, l'autre touche une partie, l'autre touche une partie, et chacun vient dire au roi, un éléphant c'est une grande patte. L'autre dit, un éléphant c'est une grande trompe. Comme une corde. C'est comme qui a touché la queue. Exactement, parce que j'ai trouvé toucher la queue. Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est ce que moi j'appelle souvent un facteur de confusion. C'est-à-dire que
tout le monde croit que ce dont nous sommes en train de parler, nous savons exactement de quoi on est en train de parler, alors qu'en fait, il faut s'asseoir et dire, OK, vous parlez de ceci, vous parlez de ça, je parle de ceci, je parle de ça. On ne va pas se diviser pour ça. Et si en fait, on ne choisissait que des noms différents pour désigner la même chose. Réalité. Et si en fait, on enlevait simplement les mots et qu'on allait dans la symbolique. C'est ce que l'Égypte a fait d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on appelle les hiéroglyphes, bon, j'aime pas trop ce mot, les médounétaires. C'est-à-dire que ce sont pas des langues, ce sont des codes. Voilà, ce sont des codes, d'accord, qui permettent de décoder la relation entre le transcendant et le sensible. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas cette lumière dans la symbolique des choses, on va se bagarrer sur des noms, des dénominations, des formes, des schémas, alors que la symbolique est là. Et c'est sur la symbolique qu'on rassemble les gens pour réfléchir et dire par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut sortir? Vous allez voir qu'on va sortir d'autres définitions, on va faire dans d'autres concepts qui n'auront rien à diminuer à la croyance des uns et des autres. Mais parce que si je crois en Dieu et je suis toujours malheureux, mais il y a un problème. Une parenthèse très rapide. En l'enseignant-chercheur, à l'étape aujourd'hui des connaissances, est-ce que le médounétaire est su complètement? Est-ce que c'est une langue dont toutes les dimensions sont déjà saisies? Est-ce qu'elle est, cette langue, réintégrable dans la conscience des Africains aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les faire revenir les hiéroglyphes? Bon, moi je vous dirais que déjà à l'époque de l'Égypte, les médounétaires ou Netcher ou les hiéroglyphes n'étaient pas une langue commune, une langue populaire. C'était déjà un code d'élite des temples. Parce qu'il y a la version démotique des hiéroglyphes. Il y a le démotique, il y a le hiératique. Oui, c'est ça. Et c'est cette production linguistique qui a fait que finalement, on a perdu, dans la chaîne de transmission linguistique, on a perdu les traces. Bon, maintenant, Champollion et les autres sont venus, ils ont pu déchiffrer. Mais je peux vous dire que ce ne sera pas une langue très utile. Nous avons déjà des langues avec lesquelles nous communiquons. Bien sûr. Maintenant, nous avons besoin de mieux connaître les hiéroglyphes pour puiser dans cette science antique qui est encore très actuelle, qui est futuriste d'ailleurs, afin de mieux construire notre... Je citerai Cheikh Anta Diop qui disait que l'humanité africaine doit forcément retourner à l'Égypte antique. Un peu comme l'Europe a dû retourner, n'est-ce pas, est revenue à la civilisation gréco-romaine pour se reconstruire. Il faudrait que l'Afrique retourne. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'Égypte si vous ne connaissez pas les hiéroglyphes. Ou si vous n'avez pas quand même des documents traduits par de bons traducteurs. Tout à fait. Maintenant, ce sont des documents où vous avez presque toute la connaissance. Et quand nous parlons du politique, nous disons encore que notre monde actuel est dans du déséquilibre. Le déséquilibre, il est patent. Il est à tous les niveaux. Il est dans la gestion, même dans la théorie économique. Bien sûr. La théorie économique est d'ailleurs l'une des grosses difficultés que nous avons pour changer le politique ou bien pour améliorer le politique. Maintenant, le politique peut aussi partir et prendre un cheminement autonome, forçant l'économie à s'adapter. Ben, il faudrait que ce soit des chercheurs initiés qui vont faire ce travail pour produire, n'est-ce pas, de la connaissance qui sera améliorée et qui sera essayée. Vous savez très bien que la division des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire est une invention de Montesquieu. Montesquieu, c'est pas un roi, c'est pas un politicien, c'est un intellectuel, c'est un penseur qui a examiné, étudié le système et a proposé ce modèle comme étant un modèle d'équilibre qui n'a pas été exécuté tout de suite. Les gouvernants ont pris des morceaux un peu partout. Il y a des cartes, il y a eu plein de philosophes qui ont essayé de faire de la philosophie politique, mais et finalement ils sont revenus à ce modèle temporel de la stabilité entre les deux. Donc nous aussi, nous pouvons constater que nous vivons dans du déséquilibre. Chaque 5 ans, chaque 7 ans, chaque 4 ans, les sociétés sont en ébullition.
ben, c'est quand même depuis 1960. Il faudrait qu'à un moment donné, on réfléchisse mieux sur comment trouver des modèles d'équilibre. Il faut des modèles. Nous ne parlons pas de démocratie. Nous ne parlons pas de démocratie. Nous sommes au-delà du démocratique. Bien sûr. Oui, donc finalement, dans votre modèle, après la dévolution du pouvoir à un roi ou à un président, on peut l'appeler comme on veut, qu'est-ce qui peut faire l'équilibre du système? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. En 2 minutes, si vous pouvez nous instruire là-dessus. Donc maintenant, si nous nous sommes assurés que le roi ou le chef qui est choisi est le correct, Voilà. qu'est-ce qui va assurer l'équilibre? C'est la gouvernance. Rentrons dans un autre chapitre. Quelles sont les lois par lesquelles on doit gouverner? Du point de vue culturel, du point de vue de la nature, du point de vue des relations sociales, du point de vue de l'économie. C'est l'ensemble de ces lois qui vont régir, qui vont donner dans le construit l'équilibre, qui feront moins d'insatisfaits et plus de satisfaits, de plus en plus. Bon, bien entendu, il y a toujours le karma collectif et le karma individuel qui est... Vous pouvez créer les meilleures conditions de vie pour une société, mais si vous avez des âmes incarnées qui méritent de souffrir, quels que soient les leviers, du point de vue karmique, s'ils méritent de souffrir, ils vont souffrir. Mais est-ce qu'un chef bien choisi peut s'en sortir dans une conscience spirituelle si embrouillée? Moi, je dis toujours que le bonheur est un construit. L'équilibre est un construit. Il faut d'abord que, en tout cas en Afrique, nous trouvions la solution pour stabiliser les enjeux de pouvoir. Parce que ça, c'est un truc qui nous dérange. Est-ce que ça ne doit pas commencer par une institution spirituelle? Parce que ce que je dis, tant que la conscience collective ne sera pas spirituellement bien instruite, ça va poser un problème, non? D'où la nécessité des enseignants, pas des enseignants de l'école, c'est-à-dire de ceux qui peuvent enseigner, qui peuvent faire, et aussi des médias, parce qu'il faut une éducation à travers les médias. Bien sûr. D'abord, il y a plein de notions qui doivent être éclairées aujourd'hui pour que les États vivent la paix. La gouvernance de tous les jours, la participation. Il parlait tout à l'heure du paysan. Pourquoi ne pas créer, pourquoi ne pas avoir un domaine précis où il y a une démocratie technique, Voilà. où les techniciens des domaines sont élevés parce qu'on tient compte de ce qu'ils disent, n'est-ce pas, pour établir les politiques publiques. Ça existe. Mais c'est un construit. Et il est difficile d'y arriver tout de suite. Mais au moins, il faut partir. Il faut commencer. Les acteurs plus Bien importants soient d'accord sur le fait que le système n'est pas encore fiable. Exactement. Et on ne peut pas, et je termine ici, après 60 ans, où l'occupant colon est parti, quand même physiquement il est parti, on ne peut plus continuer de se bagarrer sur les questions de dévolution du pouvoir. Il faut que nous arrivions à trouver un équilibre, que ce domaine soit résolu. Il n'y aura jamais de développement sans que ce domaine n'a pas été résolu. Que ce domaine soit au moins pour 200, pour 300 ans, que nous soyons tranquilles, afin de pouvoir commencer par travailler sur les questions techniques. Du développement de progrès, de science. Exactement. Voilà. Alors, Helman Sogasson, il me vient l'idée, l'importance et l'urgence d'avoir un cadre de réflexion non partisan pour pouvoir faire évoluer les consciences dans l'articulation des institutions de gouvernance dans nos pays, ou comment on peut trouver une place à ce cadre. Parce que sans ce cadre, il me semble c'est en vain qu'on va faire les émissions, c'est en vain qu'on va parler. Bon, je pense que le docteur Ekoué a souri parce que il sait que c'est la base de nos réflexions. Ah bon. et que nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour construire ce cadre. C'est notre prochaine étape en fait, mettre en place ce cadre-là, puisque c'est du construit qu'il faut faire, il faut y aller quand même, il faut le faire. Mais cela peut venir également d'une décision politique. Bon, je voudrais croire. Mais bon, s'il y avait un peu de clairvoyance, ça pourrait venir d'une décision politique. Pour dire d'une décision politique, ça ne va pas créer les mêmes problèmes. Un décret, avant tout. Non, je ne parle pas d'un décret qui va décider de quoi que ce soit. C'est-à-dire que chacun va dans un pays prendre le contrôle. Non, dans un pays, par exemple, on peut autoriser, d'accord, qu'il y ait ce qu'on appelle des consultants au niveau national, des compétences, qui font des formes de forums,
d'accord, de façon régulière pour réfléchir sur l'évolution de la société. Est-ce que c'est le rôle du Conseil économique et social C'est intégré un peu dans les statuts, mais c'est pas vraiment ça. Mais nous, là où nous parlons, de ce dont nous sommes en train de parler, c'est porté beaucoup plus au niveau métaphysique. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette limitation-là. On sait déjà de quoi on est en train de parler, on connaît déjà les choses. Il faut sortir de ça et se dire, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu, quelque chose de nouveau qu'on peut présenter. Et ça, je pense que les institutions actuelles n'arrivent pas trop à le faire parce qu'il faut renoncer à ce que l'on croit déjà savoir avant d'aller plus loin. Sachant que ce que les gens croient savoir, c'est quand même ce qu'ils ont étudié sur des années. Ça fait partie de leur gène, ça fait partie de leur vie. C'est pas évident qu'ils s'en départissent tout de suite pour dire oui, on veut aller à quelque chose de nouveau. Alors que ici, il faut faire dans de la questionologie, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut repenser la chose pour provoquer un bouleversement, sans apporter le bouleversement. Mais ce n'est que dans les idées qu'on met le bouleversement pour que dans la durée, de façon durable et pérenne, on puisse l'instaurer. Moi, je pense, comme vous l'avez dit, qu'il urge que des personnes qui nous écoutent, pas seulement nous, franchement, nous ne sommes que des atomes dans le système. Il y a d'autres personnes qui peuvent écouter, qui peuvent s'associer, réfléchir comme nous et dire c'est le moment de mettre en place une forme d'intelligentsia qui pense à partir du passé et du présent à quelque chose de plus grand dans le futur. On construit l'avenir. Mais ça se construit dans la tête d'abord, dans les idéologies, dans les réflexions. Je me rends compte que la métaphysique de la politique est très vaste. Au cours de ce forum, on a, je peux dire, fait de la métaphysique de la politique, métaphysique spéculative. Peut-être on reviendra l'année prochaine sur d'autres aspects plus concrets, décliner donc toutes les idées qui ont été semées ici de façon plus sensible. Et peut-être nous, on aurait évolué. Ben, on verra peut-être comment vous apporter de l'eau à votre moulin. Et nous arrivons donc, curieusement, à la fin de notre forum déjà. On n'a pas vu le temps passer. J'en profite puisque nous tirons vers la fin de l'année pour formuler à chacun nos vœux les meilleurs pour une nouvelle année 2021. Que les bénédictions soient sur vous, docteur Ekwe, à vous et à votre famille. Merci. À vous autant et à tous ceux qui travaillent ici à la New World TV. Je ne sais pas s'il me revient à moi de bénir. Oui, bien sûr. J'attends. Ou je vous donne la parole. Non, c'est vous qui devez le faire. Le genou ne porte pas chapeau. N'est-ce pas, le disciple ne bénit pas le maître. Non, mais je pense que je voudrais saisir cette opportunité-là qui nous est donnée à nous tous, pour présenter aux uns et aux autres les meilleurs vœux de 2021. Éveil spirituel, santé, paix, prospérité à chacun et à tous ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, à ceux qui nous écoutent, à M. Gada et à M. Gilles. Bonne année 2021. Éveil spirituel, paix, prospérité, santé. Voilà. Merci. Merci. Je ne vais pas en dire plus. On va donc, si c'était possible, j'allais clôturer par un silence pour mieux intégrer vos vœux. Mais bon, c'est la fin donc de notre forum de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne préférée. À très bientôt.